Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon cursus en fait et plus spécifiquement du mémoire. En effet dans les dernières vidéos où je parlais un peu des études en lettres et en histoire, j'ai reçu des questions par rapport au mémoire et à la suite des études. Donc voilà, j'avais envie d'y répondre et autant y répondre dans une vidéo. Donc cette vidéo sera trouver un sujet de mémoire pour le mémoire d'histoire. Mais honnêtement, ces conseils peuvent s'appliquer pour tout domaine des lettres en 10 conseils. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Peut-être juste avant, je voudrais juste préciser que je suis en master d'histoire et la rédaction du mémoire et le choix d'un sujet, etc., ça a été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, comme pour tous les étudiants en histoire et je pense en sciences humaines. Donc, et je pense pour tout étudiant en master. Mais plus spécifiquement en sciences humaines, c'est vrai qu'on a des choix extrêmement larges. Parfois, on n'est pas intégré à des labos, etc., comme ça peut être déjà le cas pour les sciences dures. Donc voilà, c'est quelques conseils que j'ai mis en note. Donc je suis désolée si je regarde en bas, mais je regarde mes notes, pour vous aider au mieux dans cette étape. Et je pense aussi que cette vidéo peut être utile pour en fait tous vos travaux que vous allez devoir rendre à la fac en histoire, parce que vous allez devoir rendre des travaux de recherche avant ça. Donc première chose, il faut que votre sujet de mémoire soit un vaste sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois parfois chez des camarades, mais aussi chez des amis qui ne sont pas avec moi à la fac, euh, des sujets vraiment extrêmement petits. C'est-à-dire qu'ils vont choisir, par exemple, de parler de Napoléon, ce qui est déjà problématique dans le sens où il y a déjà beaucoup d'études sur Napoléon, par exemple, et de parler d'un seul aspect de la carrière de Napoléon, mais vraiment quelque chose de très très petit. Donc pas petit par rapport à son importance, mais petit par rapport aux recherches qu'on va pouvoir faire sur ce sujet. Et ça pose problème, parce qu'en fait, souvent les professeurs vont vous dire c'est très bien, allez-y, et en fait vous allez vous retrouver au milieu de votre recherche, et vous allez vous dire mince, en fait, je ne peux pas produire un mémoire d'au moins 80 pages sur le sujet. Chez nous, c'est 80 pages. Peut-être que dans d'autres facs, c'est différent, mais nous, c'est minimum 80 pages. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en histoire, mais c'est également le cas pour les autres disciplines des sciences humaines, vous allez devoir produire du savoir, et cette production du savoir passe par, en histoire, euh, le fait de pouvoir consulter des sources. Si déjà vous voyez que votre sujet soit est trop restreint, mais aussi est trop vaste, et que la quantité de sources que vous allez devoir mobiliser ou chercher est soit trop conséquente, soit est quasiment inexistante. Ça a été le cas pour un de mes travaux, en fait, où je n'ai pas réussi à avoir accès aux sources. C'était de l'histoire antique, donc c'était aussi particulier, mais en fait, vous êtes coincé. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Parfois, les enseignants ne vont pas vous le dire, parce que c'est aussi votre travail en tant que future historienne et historien de faire cette recherche personnelle avant. Donc vraiment, faites très attention aux sources. Il faut qu'il y en ait suffisamment, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il faut que le sujet soit suffisamment vaste pour que vous puissiez travailler. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux un sujet trop vaste que pas assez. Parce que si le sujet est trop vaste, vous aurez tout le temps durant la rédaction du mémoire pour circonscrire votre sujet dans quelque chose d'un peu plus étroit. Ensuite, le deuxième conseil que j'aurais à vous donner est de parler avec des profs que vous aimez bien. En effet, je pense vraiment qu'un travail de master en mémoire doit être encadré par quelqu'un que vous appréciez. Avec qui vous avez déjà eu des cours, qui vous connaît un minimum. Ça peut évidemment ne pas être un prof avec qui vous avez tous vos cours, mais je pense que c'est important qu'il vous connaisse. Je pense que c'est plus difficile si vous changez de faculté entre la licence et le master, pardon. Mémoire, master, c'est très proche. Mais si possible, au moins discuter un peu avant avec cette personne pour voir si en fait ça accroche. Pourquoi? Parce que cette personne, vous allez la voir vraiment beaucoup et vous allez euh, subir ses critiques. Et donc il faut que vous trouviez quelqu'un avec qui vous entendiez bien. Quelqu'un qui a aussi la même manière de travailler que vous. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de beaucoup de retours. J'ai besoin
qu'on me dise ce qui ne va pas en fait et qu'on me fasse des critiques, ça me permet de m'améliorer. Je prends pas du tout mal les critiques. Donc j'ai choisi un enseignant qui soulignait le positif évidemment, mais qui n'avait pas peur de me dire quand quelque chose n'allait pas. Et donc j'ai eu des rendez-vous très réguliers avec l'enseignant qui m'a suivi. D'autres personnes, au contraire, dans ma faculté, ont choisi des enseignants qui ne relisaient pas forcément tout le mémoire, qui faisaient juste quelques remarques, etc., parce que ça leur convenait. Vous avez différents suivis de mémoire, il faut savoir, et chaque enseignant suit ses mémoires, ses mémorants de manière différente. Il n'y a pas de grille en fait de suivi. Donc, il faut que la personne avec qui vous voulez travailler a un peu la même vision que vous. Si vous ne souhaitez pas rendre un chapitre toutes les semaines, par exemple, et que vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble, de vraiment tout rédiger et d'envoyer à la fin vraiment tout le mémoire, ne choisissez pas quelqu'un qui va vous demander de lui rendre un paragraphe ou un chapitre tous les X temps. Parce que ça ne fonctionnera pas. Et ça, vous pouvez déjà un peu l'anticiper par le fait de suivre des cours, suivre peut-être un séminaire que cette personne donne ou une conférence. Voir un petit peu comment cette personne s'organise dans son propre travail et ça va vraiment apaiser beaucoup de choses. Malheureusement, trop souvent, des étudiantes et étudiants sont déçus du suivi qu'ils ont parce qu'en fait, ce suivi ne correspond pas à leur manière de travailler. Donc, il faut vraiment faire très attention. Il faut aussi faire attention au fait qu'il ne faut pas choisir forcément le ou la professeure avec laquelle ou lequel vous êtes le plus à l'aise. Dans le sens où c'est un travail, donc si cette professeure vraiment ou ce professeur vous l'adorez, euh, êtes-vous bien sûr que déjà ces domaines d'expertise sont lesquels sur lesquels vous voulez travailler et ensuite, est-ce que sa manière de travailler vous correspond? C'est pas pareil. Moi, j'ai des amis merveilleux. Je pourrais pas travailler avec certains d'entre eux dans un cadre professionnel, comme des personnes que j'apprécie moins, on s'entendrait bien au niveau du travail. C'est la même chose pour un suivi de mémoire. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. D'ailleurs, quand je dis parler avec des profs que vous aimez bien, troisième point, définissez la période sur laquelle vous voulez travailler. Donc en histoire, normalement, vous allez être fortement, en tout cas, introduit aux grandes périodes, donc Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne et époque contemporaine. Après, des définitions peuvent changer selon l'endroit où vous êtes, etc., et les enseignants que vous avez. Toujours est-il que vous allez avoir une grosse vue d'ensemble de tout ce qui est possible de faire. Et encore, c'est une introduction. En master, vous allez entrer dedans, et là, il va falloir délimiter la période sur laquelle vous voulez travailler. Sachant que chaque période a ses difficultés inhérentes à la discipline de l'historien par rapport à cette période et ses avantages. Je prends un exemple. Avant, j'étais très spécialiste de l'Antiquité, c'était vraiment ce qui me passionnait. Le problème de l'Antiquité, outre le fait que vous avez très peu de sources, et donc parfois, à force de travailler, vous avez l'impression de toujours travailler sur les mêmes sources. C'est pas pareil pour les personnes qui sont en archéologie, évidemment. Mais quand vous travaillez sur des sources littéraires, bon, bah, le corpus, au bout d'un moment, il est plus ou moins fini quand même, selon les sujets sur lesquels vous voulez travailler. Toutefois, vous avez une très très grande liberté sur ce que vous voulez faire, parce que justement, assez peu de sources, mais vous pouvez beaucoup les réinterpréter, etc. Époque contemporaine, les sources vous débordez. Il y en a partout, c'est très impressionnant. Moi, je sais pas comment font les histoires de l'époque contemporaine, parce que c'est beaucoup beaucoup de sources. Donc là, c'est super. Le désavantage, c'est qu'il faut pouvoir trier ces sources, parfois au moyen de logiciels, des humanités numériques, en fait. Donc voilà, c'est un peu deux extrêmes, mais bon, chaque période a ses avantages et ses inconvénients. On pourrait aussi parler du fait qu'en Antiquité et pour le Moyen-Âge, au moins, le latin est absolument nécessaire, en tout cas, et puis le grec aussi, pour beaucoup de sujets, minimum, si ce n'est pas d'autres langues anciennes. C'est moins le cas pour l'époque contemporaine. Et encore, on pourrait trouver des cas particuliers où c'est nécessaire. Donc en fait, il faut vraiment que vous réfléchissiez d'une manière un peu fine et que vous vous demandiez, ok, qu'est-ce que je peux faire? Sur quelle source je vais travailler? De quelle, en fait,
outils je vais avoir besoin. Est-ce que je vais avoir besoin de l'anglais parce que beaucoup d'articles sont en anglais? Est-ce que je maîtrise l'anglais? Est-ce que je vais avoir besoin de l'allemand? Est-ce que je maîtrise l'allemand, etc. Il y a des sujets comme ça qui sont passionnants, mais vous maîtrisez soit pas la langue, où la plupart des articles sont écrits, soit les langues anciennes, ou la numismatique, ou peu importe. Donc c'est vraiment important de circonscrire la période sur laquelle vous allez travailler et de vous poser sérieusement la question: qu'est-ce que je suis capable de fournir comme travail? Sachant évidemment que vous allez encore vous former dans le cadre de votre master et dans le cadre du mémoire. Donc il ne faut pas non plus avoir trop peur de ces difficultés, mais il faut être, je pense, assez honnête avec soi-même et être capable de voir ses limites. Ça évite encore une fois que vous vous retrouviez au milieu du mémoire et que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne pouvez pas lire. Ensuite, quatrième conseil. Donc, je pense que déjà en licence, vous devriez être attentif à ce que les enseignantes et enseignants font souvent, c'est-à-dire suggérer un sujet. Donc, ils vont vous parler de choses et d'autres, ils vont vous dire: ah, ça sera un super sujet de mémoire, ou ah, ce serait vraiment un super sujet de thèse, etc., etc. Moi, ce que j'ai fait, et je vous conseille de le faire, c'est de les prendre en note. Finalement, mémoire, c'est aucun de ces sujets-là. Mais ça m'a beaucoup aidé, déjà pour trouver des sujets pour des examens, où c'était à nous de construire notre sujet, et puis juste en fait d'habituer votre oreille à repérer les points en fait de où il y a des tensions entre historiens, où il y a un trou, où il n'y a pas vraiment de travaux faits dessus. Donc vraiment d'identifier en tant qu'apprenti historien où sont les choses qui manquent. Et en fait, déjà, ça va vous être très très utile pour tout votre parcours académique, même si vous vous arrêtez à la fin du master. Et ensuite, peut-être que vous allez trouver votre sujet de mémoire comme ça. Ensuite, cinquième conseil, je vous conseille de ne pas commencer à chercher votre sujet de mémoire la deuxième année de master. C'est souvent ce qui se passe. Je crois que justement il y a le master 1, master 2, donc je ne suis pas en France, donc je n'ai pas ce système. Mais en tout cas, je pense que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont françaises. Donc je crois que vous commencez à chercher votre sujet en master 2. Et de toute manière, même là où j'habite, en général les gens commencent la deuxième année de master. C'est pas ce que j'ai fait et j'en suis très contente. En fait, j'ai commencé à la fin de la licence. J'ai déjà parlé aux enseignants à la fin de la licence. Pourquoi? Parce que ça va suivre un autre conseil que je vais vous donner, mais je vais déjà un petit peu l'annoncer. Vous allez avoir besoin de faire des recherches assez conséquentes avant de vous lancer dans un sujet de master pour être sûr justement que vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Et ça prend du temps. Et en deuxième année de master, vous en avez plus beaucoup parce que la charge de travail augmente. Et déjà en première année de master, vous allez voir, la charge de travail, elle augmente quand même d'un cran. Donc le faire à la fin de la licence, pour avoir tout l'été pour vous en occuper, je trouve que c'est un bon compromis pour pouvoir aborder la première année de master tranquillement, tranquillement commencer à travailler sur votre mémoire et ne pas être dans le rush la dernière année. Ensuite, sixième conseil, cultivez-vous de votre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup profité pendant la rédaction de mon master de lire des choses qui n'avaient strictement rien à voir, regarder des films, faire des sorties, etc. En fait, vous allez voir que ça vous nourrit, et même si ça n'a vraiment rien à voir avec votre sujet, vous allez voir, il y a des connexions qui se font et petit à petit, ça vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Donc ne négligez pas la culture et ne négligez pas la lecture. Même si vous lisez de la fantaisie, honnêtement, ça peut vous être utile. Ensuite, septième conseil, je vous conseille de ne pas parler de vos projets de sujet de master avant qu'ils soient vraiment très établis, et encore si vous pouvez éviter d'en parler, c'est mieux. Pourquoi? Vous êtes à la fin d'un parcours universitaire, et quoi que vous décidiez de faire par la suite, c'est important de se rendre compte qu'il faut garder une certaine réserve par rapport à vos sujets. Malheureusement, les vols de sujets, ça arrive dans toutes les facultés, partout. C'est un sujet un peu tabou, mais ça arrive quand même. Ça ne m'est pas arrivé, et ça n'est pas arrivé à des amis à moi, mais c'est quelque chose qui arrive, et donc je voudrais juste vous tenir au courant de ça. C'est mieux de garder les choses pour vous, et quitte à aider quelqu'un qui a du mal à trouver un sujet avec, par exemple, les idées que vous avez pu récolter au fur et à mesure de vos années en notant ce que disaient les enseignants,
Mais votre sujet, essayez de le garder au maximum pour vous. Ensuite, 8e conseil, donc, c'est ces recherches bibliographiques. Ce que j'appelle par recherche bibliographique, bon, quand vous serez en master, vous saurez ce que c'est vraiment chercher tout ce qui a été écrit sur le sujet que vous voulez aborder. Un des meilleurs sujets que je vous conseille, c'est quand presque rien n'a été écrit, mais que vous avez les sources pour travailler. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une liberté interprétative complètement folle et c'est très très enrichissant. Donc faites cette recherche pour tous les sujets qui vous intéressent. N'en laissez pas un de côté, parce que c'est peut-être celui que vous laissez un peu de côté où vous allez vous rendre compte qu'il y a le plus de belles choses à faire et vous allez le plus vous épanouir. Ça a été mon cas. Et heureusement que j'ai pas laissé un de côté. Au début, je voulais le laisser de côté et j'ai bien fait de pas le laisser de côté. Dites-moi si une vidéo d'ailleurs sur mon mémoire vous intéresse, je pourrais vous la faire avec plaisir. Ensuite, 9e conseil, je vous conseille aussi de vous entourer de personnes bienveillantes, dans le sens où, évidemment, je vous ai dit de ne pas trop parler de votre sujet de mémoire, mais évidemment, vous allez en parler parce que c'est quelque chose qui fait... ça va prendre une grande partie de votre existence, vous allez voir, et vous allez vouloir en parler quand même à quelques personnes de confiance. Et à ce moment-là, je vous conseille vraiment de vous réunir, de vous mettre ensemble pour avancer sereinement sur ce chemin. Et vous allez voir que ça fait énormément de bien. Pour vous entraider, pour relire les parties des uns des autres, très important, etc. etc. Et enfin, 10e conseil, demandez à voir les mémoires d'autres années, si c'est possible dans votre faculté. C'est très 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 rassurant, avant même de commencer, de voir à quoi ça doit ressembler à la fin. Et vous allez voir, c'est pas si sorcier. Regardez tranquillement la page de titre, comment c'est présenté, la table des matières, etc. etc. Et si possible, essayez de voir des mémoires qu'a dirigé l'enseignante ou l'enseignant que vous voulez comme directeur ou directrice de mémoire. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Donc voilà, c'était mes 10 conseils, j'espère qu'ils vous ont été utiles. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, je suis sûre que ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres conseils ou si certains de ces conseils ont déjà marché pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous invite juste à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens encore à vous remercier pour tous les commentaires, ça me fait vraiment hyper plaisir et c'est toujours un plaisir de vous lire. Du coup voilà, passez une bonne journée.